Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission 7-8, le débat. Les femmes représentent près de la moitié des actifs et pourtant le monde du travail est loin d'être peint en rose. Discriminées sur la fiche de salaire, les femmes touchent en moyenne 25% de moins que les hommes et à profil à poste égal, cet écart est de 9%. Discriminées également dans leur carrière, malgré un niveau d'études supérieur à celui des hommes, elles accèdent moins facilement au poste de cadre. Et que dire de leur présence très discrète au sein des comités exécutifs et à la présidence d'entreprise, où elles représentent respectivement 15 et 3% des effectifs. Pourquoi ce plafond de verre est-il particulièrement marqué dans les Yvelines? Comment lutter contre ce phénomène? Pour en débattre, j'accueille à cette table Gérard Mardinès, secrétaire national du syndicat CFE-CGC. Vous êtes en charge des questions économiques, mais également des inégalités salariales. À côté de vous, j'accueille également Flavie Ourteloup. Vous êtes avocate spécialisée en droit du travail, mais également une ancienne RH. Et enfin, Gabrielle Schutz, vous êtes sociologue à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialisée notamment sur les questions de genre et du droit du travail. Alors, il faut savoir que les fiches de paye, c'est quand même le dernier tabou, peut-être l'un des plus grands tabous au sein de l'entreprise. Cette opacité favorise une sorte de discrimination qui, aujourd'hui, je le rappelle, est généralisée aussi bien des ouvrières que des professions intermédiaires que des cadres. Mais est-ce que, selon vous, c'est quelque chose dont les personnes ont vraiment conscience à l'intérieur des entreprises? Qui veut commencer par cette question-là? Oui, alors moi je suis à l'intérieur de l'entreprise moi-même et puis on a beaucoup de collègues représentants syndicaux qui le sont. Effectivement, il y a une conscience très claire de cette inégalité salariale. Alors après, c'est pas un sujet qui est facile à aborder et notamment à défendre vis-à-vis de la hiérarchie ou des directions d'entreprise. Ceci dit, les gens perçoivent bien l'inégalité, comme vous la rappeliez, les 9%. Celle-là, elle est très visible. Et puis, il y a des causes multiples qui expliquent les 17% qui conduisent de 9 à 26 finalement, et qui sont en particulier le plafond de verre, mais pas uniquement, le recours au temps partiel qui est beaucoup plus important pour les femmes, qu'ils soient choisis ou imposés d'ailleurs, et puis d'autres facteurs comme le fait d'avoir des congés de maternité qui freinent quand même les évolutions salariales. Aujourd'hui encore, ça c'est un frein pour les employeurs notamment. Vous êtes une femme, vous allez tomber enceinte, donc forcément il n'y a pas d'augmentation ni rien. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Oui, dans des contextes de politique salariale contrainte, ça existe. D'accord. Peut-être vous êtes un ancien RH, on le rappelle. Est-ce que c'est quelque chose de l'autre côté, on va dire, de la barrière qui est vraiment... Je pense que on parlait un petit peu de ça tout à l'heure. La prise de conscience collective, elle existe. Personne ne va vous dire que les femmes sont aussi bien payées que les hommes. Je pense que maintenant, ça c'est acquis. Après, individuellement, c'est peut-être plus compliqué quand on est dedans, de se rendre compte qu'on est discriminé à cause de ça et de voir jusqu'où ça peut aller en termes de conséquences. Moi, je vois des conséquences individuelles qui peuvent être assez lourdes. J'ai des femmes qui peuvent faire un burn-out à cause de ça. Parce que petit à petit, elles s'enferment dans ce cycle un petit peu négatif. Donc, je pense que globalement, tout le monde est d'accord sur le sujet. Après, individuellement, c'est peut-être des fois un petit peu plus difficile. Et puis, c'est juste difficile de s'admettre qu'on est moins bien payé qu'un homme parce qu'on est une femme. C'est quand même une prise de conscience qui n'est pas tout le temps évidente. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de « ça existe, mais peut-être pas moi, je n'ai pas envie de regarder la chose ». Pour moi, en tout cas, des expériences que j'ai pu voir, oui, il y a un petit peu de ça. D'accord. Enfin. Oui, alors moi j'étais un peu surprise d'entendre dire que la prise de conscience était aussi forte que cela dans les entreprises et que tout le monde avait bien conscience qu'il y avait des inégalités salariales. Enfin, souvent on croit que c'est dans l'entreprise d'à côté, mais que chez nous, dans notre entreprise, dans notre association, dans notre ministère, il n'y a pas d'inégalité salariale parce que justement ces inégalités elles sont relativement subtiles. C'est extrêmement rare, on en discutait aussi tout à l'heure, qu'on dise « tu es une femme, donc je ne vais pas t'embaucher » ou « je ne vais pas te rémunérer plus ». Ça passe souvent par des canaux beaucoup plus subtils. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez les développer ? Oui, alors ce qu'on appelle le plafond de verre, le fait de retrouver de moins en moins de femmes au fur et à mesure qu'on s'élève à un niveau hiérarchique, ça concerne tous les secteurs, ça concerne la magistrature, ça concerne les entreprises, ça concerne l'université, on retrouve le plafond de verre absolument partout. Plus on s'élève dans la hiérarchie, moins on a de femmes, et les femmes qui arrivent à des niveaux élevés de responsabilité sont moins payées que leurs homologues. D'accord. Mais comment est-ce qu'on arrive à expliquer ça? Autant le constat est très clair, on regarde notamment au niveau du CAC 40, il y a, il me semble, 2 femmes qui sont à la tête d'entreprise. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Écoutez, moi je pense qu'il y a eu une évolution, alors qui vient en particulier dans les entreprises de la financiarisation, qui fait qu'il y a des managements qui sont aujourd'hui beaucoup plus directifs, voire durs, et finalement les femmes ne se reconnaissent moins et sont moins. Il y a un côté humain chez les femmes qui est beaucoup plus développé,
Les hommes c'est arrivent, les hommes arrivent plus parce que quand il faut des managements directifs, etc., on promeut d'abord des hommes. D'accord, parce que les femmes sont plus sensibles, si je les ai bien compris. Je pense qu'on ne peut pas généraliser. Chaque personne, chaque individu a son style. C'est vrai ce que vous dites, les très généraux sont quand même assez ceux-là. Moi, j'ai le sentiment aussi que les femmes réclament moins. C'est mon approche aussi, tendance à moins demander, ont tendance à se dire je fais bien mon travail, à un moment je vais avoir la reconnaissance qui va arriver parce que je travaille bien et qu'à un moment ça va bien se passer. Et souvent là où il y a quand même une petite désillusion et le pourquoi il y a des écarts, je pense qu'à un moment, pour moi en tout cas là aussi, les décideurs sont plutôt souvent des hommes. Je pense qu'à un moment il y a des propositions qui sont faites, il y a des décisions qui sont prises dans les enveloppes budgétaires. Et qu'à un moment, il y a une espèce de cooptation où on reproduit, je sais pas. C'est le copinage qui prime et on copine plus avec quelqu'un du même sexe. Je suis pas sûre que ça soit conscient. J'ai l'impression que c'est plus des phénomènes un petit peu inconscients. Ça se pratique comme ça, on s'en rend même pas compte. Alors oui, moi je voudrais intervenir là-dessus puisque il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que le style de management, en fait, il ne dépend pas tellement du sexe de la personne, mais beaucoup de la taille des équipes à gérer, du secteur dans lequel on est, mais aussi de la culture d'entreprise. Il y a des entreprises qui requièrent tel ou tel type de management. Donc je suis pas du tout certaine qu'il y ait un management qui soit plus ou moins masculin ou plus ou moins féminin. En revanche, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des obstacles. Donc vous avez évoqué la question de la cooptation. Donc c'est certain là aussi que quand on doit promouvoir quelqu'un, on a tendance à promouvoir quelqu'un qui nous ressemble, donc plutôt des hommes, plutôt des blancs, plutôt quelqu'un qui sont passés aussi par les mêmes cursus de formation. Il y a des entreprises où on va favoriser par exemple les polytechniciens, et les polytechniciens seulement, ceux qui n'ont pas fait polytechnique, ils se retrouvent out de ces promotions. Donc il y a la question de la cooptation, mais il y a aussi d'autres phénomènes. Dans les entreprises françaises, on valorise énormément, il y a une vraie prime à la présence. On est sur une culture du présentisme. Il y a une culture de la réunionnite aiguë qui vous prend à 18h30. Tout d'un coup, il faut absolument faire une réunion. Donc ce type de relation au temps de présence, c'est quelque chose aussi qui va se transformer en handicap pour les femmes au moment d'accéder à des responsabilités, dans la mesure où la répartition entre hommes et femmes dans les couples de la charge du travail domestique et du travail parental, donc s'occuper de faire les courses, de faire le ménage, de faire les devoirs aux enfants, d'aller les amener à leur activité, etc. On sait que c'est une recharge qui repose pour ces 2/3 quand même sur les femmes. Dit autrement, les femmes en font 2 fois plus. Donc, là, vous avez apporté 2 sujets, notamment la culture d'entreprise, mais aussi le présentialisme. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont vraiment clairement mises sur la table aujourd'hui au sein de l'entreprise ? Clairement mise sur la table, je ne pense pas comme ça, mais les femmes ont une image de moindre disponibilité que les hommes vis-à-vis d'un certain nombre de managers responsables. Elles sont moins prêtes à sacrifier la vie familiale plutôt que les hommes qui mettent en priorité leur carrière plutôt que la stabilité. Je pense qu'il y a ça, mais encore une fois, si on analyse la cause, il y a des remèdes pour traiter ça, en particulier. On parlait des Yvelines où le monde du travail est très tertiarisé finalement, il y a beaucoup de travail de bureau, etc. Le télétravail est une des réponses à ce problème de disponibilité que peuvent exprimer chacun. Ça fait quand même des années qu'on parle de télétravail, qu'on essaie de populariser, pourtant ça ne fonctionne pas par exemple. Oui. Moi j'ai quand même le sentiment que ça évolue. Sur le télétravail, la réglementation est devenue un petit peu plus souple avec les dernières réformes et j'ai de plus en plus de demandes sur des chartes sur le télétravail, chartes sur le droit à la déconnexion. Donc je sens qu'il y a quand même une appétence, un intérêt un petit peu plus important sur ces sujets. Mais c'est vrai que le télétravail a fait peur pendant des années parce que en tant que manager, on a l'impression que si on n'a pas la personne sous les yeux, elle ne travaille pas. Donc forcément, à un moment, il faut sortir de ces schémas-là. Moi, j'ai le sentiment que ça change. D'accord. Et ça, effectivement, c'est un facteur qui peut faciliter le travail des femmes et la prise de responsabilité. D'accord. Il y a d'autres facteurs aussi au niveau des organisations qui font que les femmes vont être moins souvent promues que les hommes. Au-delà de la question du présentisme, il y a aussi, très souvent, pour obtenir une promotion, pour grimper dans la hiérarchie, pour faire une belle carrière, il faut être prêt à une certaine mobilité géographique. Mobilité géographique, ça veut dire être prêt à déménager, ça veut dire que le conjoint, la conjointe doit trouver un nouvel emploi, ça veut dire que les enfants doivent changer d'école. Donc ça renvoie aussi à des négociations conjugales. Et là aussi, on sait que dans les couples, ces négociations conjugales, elles se font beaucoup plus souvent au détriment des carrières féminines. Souvent, on privilégie la carrière de l'homme. Donc en fait, pour vous résumer, les inégalités salariales sont le reflet des inégalités au sein du couple. Non, pas seulement. Elles sont le résultat d'une politique aussi au sein des entreprises. La prime au présentisme, le fait que pour accéder à certaines fonctions, il faille d'abord avoir tourné sur un certain nombre de sites, qu'il faille avoir accepté certaines mobilités. Donc il y a des solutions qui sont à l'extérieur
de l'entreprise, au sein de la répartition des tâches domestiques dans le couple, mais il y a des solutions qui sont aussi dans la culture d'entreprise, dans l'organisation du travail, très clairement. L'entreprise a une responsabilité là-dessus. Des réactions? Oui. Juste une petite réaction, c'est que, je ne sais pas si c'est la cause ou la conséquence, mais c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc à un moment, quand vous êtes un couple et qu'il y a des décisions à prendre et que l'un doit réduire son activité, forcément, vous allez privilégier celui qui gagne plus. Et c'est un débat qui est rationnel et qui est sain. Je veux dire, c'est normal de prendre ce choix-là. À partir du moment où les femmes gagnent proportionnellement moins, effectivement, le choix se fait souvent au détriment des hommes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça change. J'ai quand même le sentiment que les hommes prennent de plus en plus leur place là-dessus. Donc, je suis plutôt positive. Oui. Moi, je pense que quand même, il y a une des causes de ce problème d'inégalité, c'est aussi la désorganisation un peu du travail. C'est-à-dire, on fait beaucoup plus de choses maintenant dans l'urgence qu'on ne faisait avant. Et il faut être très réactif. Donc, effectivement, un des obstacles au télétravail, c'est de dire, mais moi, je vais avoir les gens sous la main, parce que si j'ai un truc urgent, etc., alors, il peut y avoir des vraies urgences, mais en fait, elles ne sont pas si fréquentes que ça. Et on a tendance aujourd'hui, et c'est les modes de travail qui ont poussé vers ça, le fait de, par exemple, dans une entreprise industrielle, il ne faut pas avoir de stock, parce que les stocks, il faut les financer. Quand on n'a pas de stock, dès qu'il y a une rupture d'approvisionnement, tout est dans l'urgence, si vous voulez. Et on sait, il faudrait, à un moment donné, établir des valeurs comme la qualité de vie au travail, la responsabilité sociale des entreprises, au même niveau que les exigences économiques, pour que les gens retrouvent finalement une qualité de travail qui permette d'avoir des femmes aussi bien que des hommes dans ces postes, y compris à responsabilité. Dans cette qualité de travail, on pourrait aussi faire en sorte que les entreprises acceptent que les hommes prennent leur congé paternité. À l'heure actuelle, les congés paternité, ils sont quand même très peu pris dans leur intégralité. Et sachant qu'il y a 9 jours, 10 jours, un congé paternité. Oui, 2 semaines. 2 semaines. C'est ouais. extrêmement court et c'est même pas pris. Donc ça fait référence à cette culture de la disponibilité, effectivement. Cette notion d'urgence, il faut absolument être là, sous la main. Ou alors c'est pour son prix, l'enfant a 3 ans, donc c'est moins intéressant de plaisanter. Mais... Et est-ce que justement, notamment dans les Yvelines, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment un secteur tertiaire, il y a énormément de cadres, et c'est notamment à ce niveau de cet échelon au sein de l'entreprise qu'on commence à négocier son salaire, et c'est là où on voit des écarts très importants au niveau du salaire. Comment expliquer ça? Est-ce que justement il y a ce syndrome de la bonne élève qui attend que le gentil manager lui donne sa note, ou les femmes ne savent pas négocier? Oui, oula, je sens des sourires un peu gênés là. Non, mais je pense que la culture de la négociation chez les femmes, elle n'est pas si évidente que ça. Moi, je le vois tous les jours, on négocie tous dans tous les domaines d'activité. C'est pas si évident que ça de demander. D'obtenir, de construire une négociation, ça se construit. Vous voulez obtenir un objectif. Je suis pas sûre qu'effectivement on développe ces compétences de négociation de manière aussi forte entre les hommes et les femmes. Après, là aussi, c'est que ma perception toute personnelle. J'ai pas fait d'études sur le sujet, mais ce que je ressens en tout cas est ça. Il y a une difficulté à négocier, à assumer quelque chose, à le réclamer, à le demander et à pousser un petit peu. Oui, je pense qu'il y a un phénomène quand même assez général et qui concerne tant les hommes que les femmes, qui est un peu une désaffection pour les fonctions d'encadrement, si vous voulez. Il y a des gens qui aujourd'hui, en particulier les jeunes, ressentent qu'il y a plus de servitude et d'inconvénients à prendre des responsabilités, à s'engager dans l'entreprise, qu'il y a davantage, en particulier en termes de rémunération, parce que l'équilibre vie privée vie professionnelle est un peu dégradé, etc. Et s'y ajoute pour les femmes, je pense, un sentiment un peu de culpabilité, en disant « Ah oui, je perçois que j'ai une disponibilité potentiellement inférieure à celle des hommes, et donc j'hésite à aller négocier une promotion comme le ferait plus facilement un homme. » D'accord, donc une sorte d'autoprotection pour la vie personnelle. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors moi je trouve ça un petit peu problématique de rabattre cette responsabilité sur les femmes, dire que finalement les obstacles sont dans leur tête, elles s'autocensurent, elles négocient pas assez, elles se font pas assez confiance. Certes, tout cela existe probablement, je pense que c'est indéniable, mais j'aimerais aussi faire remarquer que les femmes qui osent, souvent l'ambition féminine est très suspecte aussi, on les renvoie dans les cordes. On dit mais pour qui est-ce qu'elle se prend, qu'est-ce que c'est que cette diva, qu'est-ce qu'elle demande? Et puis les hommes, on leur demande pas d'oser, souvent on leur propose en fait, on en revient à la question de la cooptation. C'est aussi que, il faut faire des preuves supplémentaires quand on est une femme pour pouvoir se permettre de demander ce genre de choses. Donc ce fait que les femmes n'oseraient pas, ne demanderaient pas, s'autocensureraient, quelque part c'est aussi une anticipation pour elles, une anticipation du probable en fait. C'est aussi une intériorisation de ce qu'elles risquent ce qu'elles ont des chances d'obtenir. Mais tout à l'heure vous avez parlé notamment d'une culture d'entreprise assez masculine. Qu'est-ce que serait une autre culture d'entreprise, pour pas dire féminine ou alors mixte justement, à quoi ça ressemblerait?
Alors à quoi ça ressemblerait? Donc, je ne suis pas Cassandre, hein, mais effectivement, ça ressemblerait à plus de transparence sur les règles de promotion, mais aussi sur l'embauche. Ça ressemblerait à une entreprise qui ne penserait pas justement de façon essentialiste que les femmes ont certaines qualités, les hommes en ont d'autres, et donc il faudrait mettre selon leur sexe, il faudrait placer les gens à tel type de poste et tel ou tel type de responsabilité. Ça ressemblerait à effectivement quelque chose de plus souple, où il y aurait peut-être plus de télétravail, où il y aurait plus de congés paternité, où on ne ferait pas des réunions à 18h. Enfin, là, je reprends un petit peu ce que j'ai dit jusqu'à présent. Mais, Il y a des modèles d'entreprise qui sont en train de se développer là-dessus, ni féminin ni masculin, mais effectivement, de plus en plus, c'est des sujets qui émergent dans des petites structures et qui sont intéressants, parce que du coup, ils permettent l'égalité réelle. Ouais. Moi, je voulais juste indiquer qu'en tant qu'organisation syndicale de salariés, en particulier de salariés d'encadrement, nous, on a développé depuis maintenant une dizaine d'années un réseau spécifique pour informer et former nos militants, nos adhérents à l'égalité professionnelle, finalement. C'est le réseau Équilibre chez nous, et on pense que c'est important pour le bien de l'entreprise, pour une entreprise plus humaine, qu'elle soit, entre guillemets, plus respectueuse des femmes et avec une meilleure répartition des hommes et des femmes. Mais qu'est-ce que vous enseignez justement comment est-ce qu'on peut enseigner justement des personnes? Eh bien justement, à aider nos collègues femmes à se désinhiber, à pouvoir, à dire voilà, vous devez pouvoir accéder à ce type de fonction, comment vous y prendre. Et puis comme on est un syndicat d'encadrement, aussi expliquer à tous nos collègues qui sont en position d'encadrement qu'il faut qu'ils soient respectueux de cette égalité et essayer de promouvoir, à chaque fois que c'est possible, avec les compétences nécessaires, de promouvoir des femmes aussi bien que des hommes. D'accord. Cependant, depuis 1972, il me semble que l'égalité réelle est inscrite dans la loi. Cependant, aujourd'hui, nous sommes encore loin. Comment expliquer justement ce décalage entre ce qui a été voté et aujourd'hui le constat d'échec, visiblement? Pas un constat d'échec, c'est que ça s'améliore doucement. Ça s'améliore doucement, on est quand même bon. Parce que je pense que ça se décrète pas. Il y a beaucoup la norme donne des orientations. Après, pour que les choses soient appliquées, il faut que les gens réclament leurs droits et veillent à ce que les choses soient appliquées. Je suis assez d'accord. C'est interdit depuis des années. Ça devrait ne plus être le cas. Mais ça continue. Alors les écarts baissent, ce qui est plutôt quand même positif. Mais on décrète pas tout par une réglementation, surtout si on n'utilise pas et si on ne la fait pas appliquer. Mais est-ce que vous, en tant qu'avocate, vous voyez notamment, vous avez des clientes qui viennent vous voir, vous disent « j'ai conscience d'avoir été discriminée, je souhaite commencer un recours ». C'est extrêmement rare. Si je vois quelqu'un qui est en état, voilà, qui est en mal-être au travail, et après on va chercher des causes et on va voir un petit peu jusqu'où on peut remonter, sur quoi on peut s'appuyer. Il y a l'interdiction des discriminations, l'interdiction des agissements sexistes aussi, que je trouve assez intéressant. Je pense qu'on en est qu'au début là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui peut aider et qui peut être utilisé. Mais non, j'ai jamais une femme qui arrive en me disant ça va mal, je suis discriminée parce que je suis une femme. C'est plus un état général et après on peut éventuellement remonter à cette cause-là. D'accord. Si vous voulez, je pense qu'il y a des problèmes d'information aussi sur les carrières et sur les formations. Typiquement, aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, et on sait que ça donne matière à des emplois bien rémunérés dans l'industrie et pas que dans l'industrie, on n'a que 30% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, si vous voulez. Donc je pense, alors il y en a beaucoup plus en médecine par exemple, mais je pense qu'il faut aussi informer que maintenant l'industrie, c'est plus l'époque de Zola et que les femmes peuvent très bien s'insérer et essayer de s'engager vers des études d'ingénieur, par exemple. Un problème d'information ? Oui, pour rebondir sur cette idée qu'on ne peut pas tout régler, qu'on ne peut pas décréter l'égalité, la plupart de ces dispositifs, et même le dernier qui était annoncé, en fait, ils visent ces 9 à 10% d'inégalité à travail égal. Rappelons le dispositif qui a été annoncé, notamment le gouvernement a décidé de donner 3 ans aux entreprises pour pouvoir résorber notamment cet écart à poste équivalent, au même profil, même diplôme pour justement annuler cet écart entre eux, ou sinon ils vont établir des sanctions beaucoup plus élevées jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était, vous allez me reprendre tout à l'heure, jusqu'à présent c'était 1% de la masse salariale comme pénalité, maintenant ils disaient qu'ils allaient augmenter cette pénalité. Donc ceci, est-ce que pour vous ça va être efficace notamment ? Moi, je trouve que c'est très bien, encore une fois, c'est très bien de s'attaquer aux inégalités à salaire égal, à travail égal. Mais ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est-à-dire que ça, par exemple, ça ne va pas s'attaquer au fait que 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Ça ne va pas s'attaquer au fait que le temps partiel est devenu une politique de gestion de la flexibilité dans un certain nombre de secteurs, comme les supermarchés, comme le nettoyage par exemple. Ça ne va pas s'attaquer au fait même qu'on a promu le temps partiel comme une mesure permettant de résorber le chômage, de résorber la crise. Enfin,
Voilà, là on reste sur, ok, attaquons-nous à travail égal, salaire égal. Si on arrive, ça sera déjà extraordinaire. Mais encore une fois, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Et puis en réalité, est-ce qu'on va y arriver? C'est très difficile de démontrer le travail égal, c'est un petit peu une vie de l'esprit. Le raisonnement toute chose égale par ailleurs, c'est un raisonnement d'économiste. Dans la réalité, je me demande dans quelle mesure on ne pourra pas toujours prouver que non, il y a une petite différence. Et c'est cette petite différence qui justifie les inégalités. Enfin, je pense que ça va être compliqué à mettre en œuvre, même si je ne suis pas juriste. Une réaction ici? Oui. Juste pour expliquer mon petit sourire sur le pourcentage. C'est pas tellement une question de pourcentage, c'est plutôt que les sanctions sont rarement appliquées en vérité. On annonce une sanction, une pénalité qui est forte. 1% de la masse salariale, honnêtement, ça a du poids. Si derrière, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction, ou alors on annonce, comme ce qui est le cas quand même sur des dernières réformes, qu'on sera tolérant au départ, du coup, ça perd un petit peu de son... D'accord. Pourtant, ils ont aussi annoncé le quadruplement des contrôles. Oui. Voilà, pour l'instant, c'est des annonces. Oui, si vous voulez, il y a des effets paradoxaux, c'est-à-dire il y a des accords de politique salariale qui sont négociés dans les entreprises et on voit souvent comme clause un petit pourcentage qui est alloué à la réduction des inégalités salariales entre les femmes et les hommes, si vous voulez. Mais le pourcentage est tellement faible que certains ont fait le calcul qu'il faut 20 ans avec ce pourcentage pour rattraper les inégalités. Donc effectivement, je crois qu'il faut quand même mettre un coup d'accélérateur pour aboutir quand même à ce qu'il y ait une vraie égalité. Je pense que nos entreprises ne s'en porteront que mieux parce que ça génère chez certaines collègues femmes quand même une frustration de se dire je suis un peu, entre guillemets, discriminée, quoi. D'accord. Non, ça me faisait penser à autre chose. Sur le fait de décréter par des normes l'égalité, que ça produise difficilement des effets, il y a quand même quelque chose qui a été positif que je jugeais un peu de manière un peu sceptique, c'est l'égalité, la mixité, sur les listes de candidats pour les élections prud'homales, pour les mandats, les élections professionnelles. D'accord. Pourquoi êtes-vous sceptique? J'étais sceptique au départ en me disant c'est vrai que c'est un côté très mathématique. D'ailleurs, un homme, une femme, ça posait plein de problèmes en pratique. Je m'aperçois quand même du coup qu'il va y avoir, en la forçant cette égalité-là, en ayant des femmes qui prennent des mandats syndicaux, on a forcé peut-être un petit peu au départ, mais au final, il y a certaines femmes qui se sont lancées qui ne l'auraient peut-être pas fait, et de l'intérieur, ça va certainement changer les regards. D'accord. Je les vois sur les conseillers prud'hommes, il y a beaucoup plus de femmes qu'auparavant. Je pense que ça va peut-être changer les choses de l'intérieur. Pourtant, ça a déjà été fait en politique, et notamment, on a bien vu au cantonal qu'il y avait aujourd'hui autant de femmes que d'hommes, et pourtant, tous les postes, on va dire, à pouvoir étaient toujours dans les mains des hommes. Donc, Mais après, c'est plus facile si vous en avez plus pour avoir des femmes en poste en pouvoir. Je sais pas, peut-être un moment, on va y arriver. D'accord. Est-ce qu'ils ont aussi prôné d'autres mesures, notamment pour pouvoir permettre la réduction des inégalités entre les personnes qui sont à temps partiel et à temps plein? Rappelons notamment que 30% des femmes travaillent à temps partiel contre 8% des hommes. Donc, c'est-à-dire que cette précarisation voulue ou pas et touche essentiellement les hommes. Le gouvernement a annoncé notamment mettre en place les mêmes droits à la formation. Est-ce que pour vous, ça va permettre de résorber ce problème-là, notamment des femmes discriminées pour le temps partiel qui restent bloquées à un même niveau et qui n'arrivent pas à évoluer au sein de la carrière? Je dois dire que je suis assez sceptique là sur cette question parce que, je veux dire, le temps partiel, c'est aussi un salaire partiel, c'est aussi un droit à la retraite partielle. Donc, c'est vraiment très bien si ça ouvre les mêmes droits à la formation. Mais je ne pense pas que ça résoudra le problème des inégalités salariales qui en découlent, des inégalités de carrière, ni le fait qu'on a énormément de temps partiel qui sont subis et qui ne sont pas choisis. Donc, là-dessus, je pense qu'il faudrait une lutte volontariste. Oui, tout à fait, bien sûr, on a des chiffres là-dessus. Souvent, on présente le temps partiel comme étant une mesure qui permet pour les femmes de concilier leur vie de famille avec le travail. En réalité, on a seulement un temps partiel sur 3 qui est le fruit d'un choix des femmes pour concilier leur travail avec leur vie familiale. Donc ça pose... Et le temps partiel est aussi plus développé chez les moins de 25 ans et les plus de 50 ans. Donc pas les âges, en fait, où les femmes sont en train d'élever leurs enfants. Ah, donc ce discours de la conciliation, il est quand même... il est vraiment très spécieux. Et donc voilà, je pense que pour lutter contre les inégalités liées au temps partiel, il faudrait vraiment lutter contre l'utilisation de cette mesure comme une politique de flexibilité dans certains secteurs. D'accord. Il y a aussi le cas de femmes, alors des cadres essentiellement, moi j'ai rencontré, vous devez avoir les mêmes, mais qui effectivement sont à temps partiel, ne travaillent pas un jour par semaine et ont la même charge de travail. Donc elles ont un salaire à temps partiel, mais effectivement elles ont un travail à temps plein. Donc là pour le coup c'est même encore plus violent parce que vous faites la même chose sur 4 jours, vous êtes payé sur 4 jours, ça devient extrêmement difficile à suivre pour beaucoup de femmes. Oui, c'est le temps partiel du mercredi, bien connu dans les entreprises, effectivement. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas assez le souci de la part des dirigeants d'entreprise ou des directions d'établissement de
concilier vraiment et d'avoir une charge de travail adaptée à la réduction du temps de travail. Et pourtant, c'est nécessaire, effectivement. Le nombre de femmes qui sont à 80% et qui travaillent quand même de chez elles le mercredi, mais elles sont quand même chez elles pour pouvoir gérer les enfants et le mercredi scolaire, quoi. Très bien, ce sera le dernier mot de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Quant à vous, je vous invite à voir et à revoir cette émission sur notre site internet. Passez une agréable soirée et à la semaine prochaine.